bienvenue pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la mission du Monaco Economic Board en Chine. Le MEB qui, vous le verrez, dresse un bilan positif de ce déplacement. Le Centre d'information de l'éducation nationale soutient tout au long de l'année les étudiants dans leur recherche d'orientation post-bac. Dernièrement, il a ouvert ses portes et Christine Datomel vous en dira plus. La Galerie des Pêcheurs accueille une nouvelle exposition. Elle s'intitule « Des éléphants et des hommes » et rassemble des clichés du photographe-reporter Jean-François Mudig. Et puis nous irons faire un tour du côté de Fontvieille où la No Finish Line continue de battre son plein. Nous dresserons d'ailleurs un premier bilan avant sa clôture dimanche. Et puis notre invité du week-end est aujourd'hui Joël Bouzou, président fondateur de Peace and Sport. Mais avant de développer ces titres, un mot sur ce rendez-vous traditionnel organisé au lendemain de la fête nationale, la réunion consulaire à l'hôtel Hermitage. Elle rassemblait l'ensemble des diplomates représentant Monaco à travers le monde et aura permis au gouvernement princier, notamment le département des relations extérieures, de faire un bilan sur l'année écoulée et d'exposer les grandes lignes de ses actions au niveau international. Le Monaco Economic Board mène régulièrement des actions à l'étranger. La dernière en date s'est déroulée en Chine. Sandrine Nègre et Olivier Bonello ont cherché à savoir si le bilan de ce déplacement était positif. La réponse dans ce reportage. Pékin vient donc de s'ajouter à la liste des lieux de mission menés en Asie par le Monaco Economic Board au cours d'une année marquée par le 20e anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre Monaco et la Chine. La délégation économique a été conduite par Michel Dotta qui a pu notamment évoquer cette mission au cours du rendez-vous qui réunissait les ambassadeurs et les consuls à l'hôtel Hermitage 24 heures après la fête nationale, une mission qui a atteint son objectif. Un bilan extrêmement positif, je dois reconnaître à ma grande surprise, parce que les déplacements comme la Chine ou la Russie, ce sont des pays immenses, nous sommes tout petits et ce sont des déplacements difficiles. Toute la différence justement, c'est d'avoir un support logistique et un support d'organisation par l'ambassadeur, ça a été extrêmement important, mais aussi l'emplacement, puisque nous avions à disposition ce qu'on appelle le salonné Monaco, merveilleux, avec des facilités de travail importantes qui nous ont énormément aidés et qui ont surpris nos interlocuteurs chinois qui ne s'attendaient pas à être reçus dans une telle atmosphère vraiment, je peux même dire de luxe quand même. Sur place à Pékin, une vingtaine d'entrepreneurs entouraient Michel Dotta et Vincent Loza du Monaco Chamber of Commerce, représentant des domaines variés, du secteur économique monégasque bien sûr. Un programme chargé a été mis en place avec l'appui donc de l'ambassade de Monaco en Chine et de plusieurs partenaires afin de développer au mieux les relations commerciales entre la Chine et la principauté. Présentation, rencontres, rendez-vous B2B, le monde des affaires dans ce pays asiatique a été largement dévoilé aux entrepreneurs monégasques. Certains, à l'image de Laurent Chagnard, participaient là à leur toute première mission. La Chine n'est pas méconnue pour moi puisque je travaille déjà depuis quelques années. Je produis et j'ai développé une production avec un partenaire déjà depuis pratiquement 6 ans. Ce que je suis venu chercher en Chine, c'est voir un petit peu l'évolution du commerce qu'il y avait en interne et les possibilités de développement que l'on avait au travers de notre marque, puisque nous produisons sur place, donc nous pouvons vendre sur place beaucoup plus facilement. Donc notre vision et notre recherche était de savoir la tendance sur le e-commerce sur place. Et ce que j'en ai reçu, c'est que c'est très très positif pour nous. Donc on envisage d'ici 2017 d'ouvrir un site e-commerce en Chine pour distribuer nos produits sur place. Ce que je voulais faire moi, avec ce voyage, c'était approcher une nouvelle clientèle chinoise qu'on n'a jamais encore approchée ici sur Monaco. Voir comment on allait se comporter avec eux et vice-versa, comment eux également allaient se comporter vis-à-vis de nous. Et j'appréhendais un petit peu cette rencontre que je ne connaissais rien. Et comme j'aime beaucoup découvrir, j'ai appris beaucoup. Et ce ne sont pas des clients avec qui l'on peut travailler comme n'importe quel client, on va dire. C'est un peu très très spécial. On est basé à Singapour, on est basé sur Hong Kong, mais là on voulait vraiment approcher une clientèle qui puisse se déplacer éventuellement chez nous, sur Monaco, ou alors physiquement,
ou alors géographiquement avec leur avoir. Donc c'est une approche tout à fait différente. J'ai eu 3 belles rencontres. D'abord, j'ai eu une cliente qui m'a été recommandée par un de mes clients qui habite au Kazakhstan. Et ça a été vraiment une rencontre superbe avec un avenir, je pense, prometteur à plus ou moins court terme. Et ensuite, avec également 2 autres clientes, prospects, on va dire, recommandées par Moore Stephen, avec qui je collaborais de toute façon. Les échanges vont donc se poursuivre à l'avenir. Un accord a d'ailleurs été noué avec la Chambre chinoise du commerce international. Une mission économique chinoise devrait être accueillie en principauté au cours de l'année 2016. Le Monaco Economic Board devrait, au cours de cette même année, mettre le cap sur l'Amérique latine. Le CIEN, le Centre d'information de l'éducation nationale, a ouvert dernièrement ses portes pour une journée d'orientation sur les études post-bac. Christine Datomel et Thomas Deus sont allés à la rencontre des étudiants. Regardez. Moi personnellement, je suis un élève de première et j'hésite encore un peu pour ce que je vais faire plus tard. Et c'est un peu le moment de commencer à réfléchir pour les futures écoles qu'on veut faire. Et le CIEN, comme il a prévu quand même des grosses journées comme ça, où est-ce qu'on a beaucoup de documentation, aujourd'hui c'est axé surtout sur Sciences Po. Et moi c'est ce qui m'intéresse, donc venir chercher un peu pour les informations sur les écoles, sur les concours d'entrée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et la préparation aussi qu'il faut pour ces écoles. Une matinée consacrée aux études de droit et au monde des sciences politiques, des conseils pratiques pour faciliter les démarches et accompagner les étudiants au mieux dans leur réflexion. Ce sont des inquiétudes classiques et normales que peuvent avoir des lycéens sur leur avenir, sur la filière qui leur conviendra le mieux. Certains ont déjà une idée précise et cherchent des informations pratiques, s'inquiètent sur le déroulement d'un concours, d'un oral. D'autres se cherchent encore des informations beaucoup plus généralistes et hésitent entre 2 filières. Des entretiens personnalisés menés certes par des professionnels, mais aussi par des étudiants plus amènes à répondre à certaines inquiétudes que peuvent nourrir les lycéens. Nous avons vraiment voulu que des jeunes étudiants encore, donc très proches des préoccupations des lycéens, puissent venir témoigner, leur apporter leur expérience, discuter avec eux et voir avec eux ce qui pouvait convenir le mieux comme filière. Au niveau de ce qui est par rapport aux lycéens de Monaco, étant donné qu'on a quand même 2 procédures, il y a la procédure internationale et le concours écrit, c'est vrai que c'est peut-être mieux pour nous de passer la procédure internationale dans le sens où on n'a pas d'écrit à passer, mais il faut vraiment prendre en compte que la procédure internationale est très difficile. Je pense que j'aurais beaucoup moins travaillé pour le concours écrit que tout ce que j'ai travaillé pour la procédure internationale, à savoir que si on postule pour le campus de Paris, on ne peut pas passer de procédure internationale, on est obligé de passer le concours écrit. Si on postule pour les campus en région, là en revanche, on peut passer la procédure internationale et mettre 2 campus, à savoir qu'on a 7 campus sur Sciences Po Paris. Donc nous avons le campus de Dijon, on a le campus du Havre, on a le campus de Poitiers, le campus de Menton, de Nancy, ainsi que celui de Paris. Et celui de Reims qui en comprend 2, le campus Europe-Afrique et le campus Amérique du Nord. J'hésite entre Sciences Po Paris ou aller dans une école de mode sur Paris. Donc je suis venue ici pour me documenter et en plus on a à l'école quelqu'un qui nous aide. Et donc voilà, c'est pour se documenter, pour après parler avec cette personne et voir ce que je veux faire plus tard. Je connais personne qui n'a pas trouvé sa place à Sciences Po. On est vraiment une grande famille. Ce qui est important, c'est vraiment l'unité de tous les campus. Donc le directeur de Sciences Po Paris est le directeur de tous les campus de Sciences Po Paris. Il est là le jour de notre rentrée. Il nous accueille en tant que ses élèves. Voilà. Donc le conseil, c'est vraiment de vous ménager pendant cette année de terminale qui va être difficile. Vous avez le bac à gérer, le bac blanc, la préparation de Sciences Po. Comme je vous ai dit, ne demande pas des élèves déjà formatés, sinon ça ne sert à rien d'aller faire des études supérieures si vous connaissez déjà tout. Mais ménagez-vous, faites attention à votre santé, parce que c'est quand même très important. Mais à partir du moment où vous êtes accepté à Sciences Po, vous avez votre place à Sciences Po. Surtout ne jamais se laisser impressionner par ces grosses têtes à qui on ne comprend même pas les questions. Vraiment, on n'est pas des tronches intelligentes, on est des humains comme tous les autres. On est passé par ces épreuves, on y est arrivé certes, mais tout le monde a les capacités. Si on veut, on peut.
L'après-midi a été consacré aux études portant sur le commerce, l'économie et le management hôtelier. Ces journées mises en place par l'Éducation nationale, intitulées Zoom sur les études supérieures, sont organisées le samedi et permettent d'aborder des thématiques variées, dont l'objectif est d'accompagner au mieux les lycéens dans l'élaboration de leurs projets d'orientation. La journée du 21 novembre sera quant à elle consacrée au métier de la médecine et au monde des sciences et des techniques. Parlons de cette exposition à présent qui se tient à la galerie des pêcheurs, des éléphants et des hommes rassemble des clichés en noir et blanc du photographe reporter Jean-François Mudig, le reportage de Christine Datomel. À l'âge de 14 ans, Jean-François Mudig découvre le monde de la photographie. Initié dès son plus jeune âge au travail du laboratoire de développement, les mystères de manipulation dans l'obscurité n'ont plus aucun secret pour lui. La magie de l'apparition de l'image et le goût du développement en noir et blanc ne le quitteront plus, même lorsqu'il passera à la photographie numérique. Le noir et blanc, c'est ma formation première, c'est laborantin noir et blanc. Et j'aime bien m'exprimer en noir et blanc. Donc la base de mon travail sur l'éléphant, ça a été de travailler en noir et blanc. Et c'est là où je m'exprime le mieux, quoi. Donc, et ça donne aussi le plus de force aux images. Exerçant le métier de reporter depuis 25 ans, ces images ont été publiées dans les plus grands magazines. Spécialisé dans les thèmes de la nature et de l'environnement, le photographe pose un œil bienveillant sur l'humanité. Son travail des éléphants et des hommes est un projet de longue haleine qu'il mène depuis 12 ans. C'est un animal emblématique, c'est le plus gros animal sur Terre. Et en plus, en Asie, il est domestiqué depuis 5000 ans. Et c'est cette histoire qui m'intéressait en fait, entre la relation en fait, entre les animaux et les humains, entre les éléphants et les humains. Ça se passe souvent bien, si ce n'est que en fait, l'éléphant c'est un peu comme les humains. Et on retrouve beaucoup de caractères chez les éléphants qu'ont les humains. Donc on a des éléphants tueurs, on en a rencontré, des éléphants joueurs, des éléphants espiègles, des éléphants peureux. Voilà, on retrouve un petit peu tous ces caractères qu'on a chez les humains. Les photographies de Jean-François Mudig ont fait l'objet de plusieurs livres et publications dans les magazines. Et voilà pour cette exposition à la Galerie des Pêcheurs à découvrir jusqu'au 3 janvier prochain. Un mot à présent sur la 16e édition de la No Finish Line qui a débuté le week-end dernier. Christine Datomel s'est rendue du côté de Fontvieille pour faire un premier bilan d'étape de la manifestation. Regardez. Une édition qui s'apprête à battre des records alors qu'il reste encore 2 jours de course. La No Finish Line a déjà battu le score de l'an passé. Eh bien, on est hyper content parce qu'on est en train de battre vraiment tous les records. Donc on est déjà à 13 240 inscrits. Et au niveau des kilomètres, on est à 268 851 km. Donc je pense que le record va être largement battu dimanche. Oui, parce qu'on a déjà atteint le record de l'an passé, alors qu'on n'est que vendredi. Voilà, tout à fait. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi le 24 heures là, qui va avoir lieu à partir de demain 8 heures, où là il va y avoir encore bon nombre de coureurs. Et au niveau des participants, on a déjà battu largement le nombre de l'an dernier. Depuis samedi dernier, et là ça fait environ presque 180 km. J'approche tout doucement des 180 km. Donc là je regarde un petit peu par rapport à ma catégorie où je me situe. Et alors il est bon le classement? On va regarder, vous voyez en direct. Vous voyez, 140 tours, 173, 124 sur 9008. Je peux considérer ça quand même comme, pas un exploit, mais voilà, c'est une bonne performance. Et alors vous venez pour la cause des enfants? Je viens pour la cause des enfants et puis je représente l'hôtel Clermont. J'essaie de faire un peu de sport, ça détend. Et alors est-ce que c'est un challenge personnel ou est-ce que c'est pour la bonne cause pour les enfants ou vous alliez les deux? Surtout pour la bonne cause. Courir, je cours tout le temps, donc c'est surtout pour la bonne cause, effectivement, c'est important. Vous courez tous les jours? Non, tous les 2-3 jours. Et vous êtes à combien de kilomètres? Eh bien là, la puce a priori n'a pas pris aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire, j'attends que ça se marque. Mais j'ai fait une quinzaine de tours aujourd'hui.
Au moment où nous réalisons ce reportage, l'équipe en tête est l'Automobile Club de Monaco, affichant 13 734 km au compteur. À titre personnel, Bob Murin réalise à lui seul 786 km et une femme, Mimi Chevillon, comptabilise 624 km. La No Finish Line se poursuivra jusqu'à dimanche 14h, alors chaussez vos baskets. Et nous avons été rejoints par notre invité du week-end. Il s'agit d'aujourd'hui de Joël Bouzou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Peace and Sport. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter cette organisation que les gens peut-être ne connaissent pas encore? Alors, Peace and Sport, c'est une organisation internationale qui est basée à Monaco, qui utilise le sport pour la paix dans le monde. Donc basée à Monaco, dans l'indépendance et dans la neutralité de Monaco, c'est très important. Le sport lui-même est neutre et il a la capacité, justement parce qu'on utilise une règle de la même façon et sur toute la planète, quelles que soient les différences entre les gens, on a la capacité à les réunir par le sport, à créer du dialogue par le sport et au-delà, à travers des actions pragmatiques et concrètes, à créer de la paix par le sport. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions que vous menez à travers le monde dans des pays en crise? On pense à l'Israël, à la Palestine, mais également sur le continent africain. Oui, par exemple les Jeux de l'amitié dans les Grands Lacs, entre le Burundi, la DRC, le Rwanda, sur les frontières, je dirais, de la décolonisation entre les Hutus et les Tutsis. On arrive à dédramatiser les tensions en organisant des jeux le long des frontières, en organisant les rencontres entre les communautés. Finalement, les gens commencent à faire du sport, se parlent par le sport et au-delà, peuvent parler des autres choses, celles qui fâchaient dans le temps et qui aujourd'hui font l'objet de discussions beaucoup moins passionnées, beaucoup plus organisées. Ça leur permet de structurer une vie qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire auparavant. Et vous voyez des changements sur place après votre passage? On voit des changements parce que d'abord il y a des échanges qui continuent. Il y a des échanges non seulement à travers des équipes de pays, mais aussi à travers des équipes mixtes. Ce fait qu'il n'y a plus de perdants, il n'y a plus de gagnants, tout le monde perd, tout le monde gagne. Et puis il y a les échanges à travers les leaders gouvernementaux, parfois nationaux, parfois locaux, qui se connaissent mieux par le sport et au-delà, qui peuvent parler d'échanges commerciaux et de la société en général. Et vous pouvez compter également sur des champions de la paix. Ce sont des sportifs ou d'anciens sportifs qui véhiculent ce message de paix par le sport. Hein. Alors on a 83 champions de la paix à Peace and Sport qui sont, je dirais, des gens qui ont des athlètes qui ont du sens parce qu'ils sont présents dans la tête des jeunes, dans l'imagination des jeunes. Et donc ils sont des modèles quelque part et des relais d'opinion. Et donc ils peuvent entraîner les jeunes à rejoindre les programmes qui sont mis en place sur le terrain et leur donner donc beaucoup plus d'efficacité que si des gouvernementaux ou des politiques mettaient en place des programmes, on n'est pas sûr que les jeunes les rejoindraient. Là, ils rejoignent les programmes et on sait que quand on les garde 2 ans dans un programme, on change leur vie. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, Joël Bouzou, c'est pour nous parler du prochain forum Peace and Sport qui va se tenir ici en principauté la semaine prochaine. Concrètement, comment ça va se passer? Qui sera présent dans ce forum? La 8e édition, hein, c'est ça? C'est la 8e édition, la 7e à Monaco, parce qu'on en avait une à Sochi en 2012. Le forum se passe sous la présidence du patron de Peace and Sport, qui est son Altesse Sérénissime Prince Albert II, 5 fois olympien. Donc la crédibilité à la fois des meilleurs olympiens et puis d'un chef d'État. Ce forum va réunir des gouvernements, va réunir les leaders du sport. Le but, c'est de convaincre les gouvernements d'investir dans le sport, mais d'investir dans le sport pour la paix. Pas seulement pour des résultats sportifs, mais vraiment pour la cohésion sociale et pour la paix. Et puis c'est aussi de transformer les leaders du sport en acteurs de paix. C'est-à-dire que quand ils développent leur sport à travers la planète, eh bien qu'ils aient ce regard, cet angle de vue qui leur permet aussi de contribuer à la cohésion sociale, à la paix, au dialogue interethnique, au dialogue interreligieux. Ça, c'est le but du forum. Alors après, on a des ONG qui sont là, on a les Nations Unies, on a le CIO, on a des grandes institutions, on a des entreprises, on a aussi beaucoup de champions. Mais le but suprême, c'est vraiment, pragmatiquement, de travailler sur la paix par le sport. Vous parliez de crédibilité du prince Albert II en tant qu'ancien sportif. Vous aussi, vous avez cette crédibilité puisque vous étiez ancien athlète de haut niveau, médaillé olympique, champion du monde en pentathlon. Voilà, c'est aussi, vous connaissez aussi votre sujet
en tant que sportif. Oui, mais moi j'ai dirigé une fédération internationale basée à Monaco. Et puis je suis aussi président des Olympiens au niveau mondial. C'est 100 000 Olympiens dans 145 pays. Et le fait d'être en proximité avec Son Altesse Sérénissime, qui est membre du CIO, qui est chef d'État, ça permet d'organiser vraiment un pont entre les chefs d'État, les chefs de gouvernement et puis les patrons du sport dont je fais aussi partie d'une certaine façon et de réfléchir aux concepts qui marchent sur le terrain. Parce que la paix, ça ne doit pas rester simplement un discours. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est un travail de tous les jours pour créer, à travers une activité générique telle que le sport, eh bien, de la cohésion dans la société. Alors il y aura plusieurs événements autour de ce forum. L'un des événements, ça sera cette marche pour la paix le 25 novembre. Départ place du Casino, si je ne me trompe pas, à partir de 17h30 dans ces alentours. À partir évidemment, de 17h30, oui. Tout le monde est le bienvenu à participer à cette marche. Voilà, et en fait, donc on appelle tous les gens qui ont envie de se reconnaître dans la paix à nous rejoindre, à marcher aussi derrière Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui lui sera accompagné par des chefs d'État ou des représentants de chefs d'État, des ministres, des grands champions, pour symboliquement marquer justement le fait que le sport, ce n'est pas une activité anodine, c'est une activité globale. Le sport est divers, le sport est neutre, et il a la capacité à contribuer de façon très concrète à la paix. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris donc le 25 novembre pour la marche de la paix Peace and Sport. Merci beaucoup Joël Bouzou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec grand plaisir et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Et à très bientôt. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Le ciel sera changeant samedi avec une baisse sensible des températures. Il fera 15 degrés le matin et 16 l'après-midi. Le thermomètre continuera de baisser dimanche avec un maximum de 13 degrés, un temps variable voire nuageux. Confirmation du coup de fraîcheur en début de semaine prochaine, le temps sera couvert avant une légère amélioration du temps prévue mardi et un mercure toujours aussi doux. Il fera 14 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur Monaco Info et n'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. Très bon week-end à tous. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.